La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques.
L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Alpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GRATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Mars présente plusieurs visages, et ce n'est pas qu'une expression. En 1976, lorsque la sonde Viking 1 explorait la planète rouge, elle a saisi une image intrigante. Une grande structure ressemblant à un visage humain dans la région de Sidonia. Cette découverte a rapidement suscité l'engouement. Plus tard, une autre structure nommée le visage couronné a été identifiée dans les montagnes de Libia Montes. De façon générale, Mars regorge de formations étranges et mystérieuses. En 2022, une nouvelle découverte a fait sensation. Une formation rocheuse ressemblant à une porte. Le rover Curiosity de la NASA a photographié un monticule surnommé les Falaises de l'Est sur le mont Sharp, où l'on distingue des fissures naturelles dont l'une évoque la taille d'une petite porte, semblable à l'entrée d'une ancienne tombe égyptienne. Cette image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant l'intérêt du public de manière démesurée. Certains y voyèrent même un indice de la présence d'une vie extraterrestre. Cependant, après une analyse approfondie,
La NASA a conclu qu'il ne s'agissait que d'une étroite fissure dans le relief rocheux. Ces formations sont courantes, tant sur Terre que sur Mars, et se forment naturellement sous l'effet de l'érosion éolienne ou des séismes martiens. Mars est une véritable mine d'or de formations énigmatiques. Récemment, d'étonnantes structures concentriques y ont été découvertes. D'immenses spirales de lave, ressemblant à de gigantesques ressorts. Pendant des années, le débat restait ouvert quant à l'origine des vallées martiennes, formées soit par la lave, soit par la glace. Ces spirales de lave apportent un éclairage nouveau sur ce mystère. Grâce aux images fournies par l'orbiteur Mars Reconnaissance, les chercheurs ont identifié 269 spirales de lave dont la formation ne peut pas être attribuée à des processus liés à la glace. Ce qui est particulièrement captivant, c'est que ces spirales de lave sont similaires à celles observées sur Terre, notamment dans les coulées de lave hawaïennes. Leur état de conservation est si remarquable qu'elles ont longtemps échappé à l'attention des chercheurs. Leur diamètre varie de 16 à 30 mètres, et elles se fondent discrètement dans le paysage poussiéreux. Ces spirales pourraient nous révéler beaucoup sur la composition de Mars, en particulier sa croûte et son manteau, des éléments sur lesquels nos connaissances restent limitées. Cependant, Mars n'est pas la seule planète à abriter des structures insolites. Saturne, la géante gazeuse, présente une caractéristique fascinante à son pôle nord. Un immense hexagone formé par des nuages disposés en ce motif géométrique. Cet hexagone mesure environ 15 000 km de long, ce qui le rend plus vaste que le diamètre de la Terre. On pense qu'il s'agit d'un courant jet composé de gaz se déplaçant à grande vitesse, soit près de 320 km/h. Cet hexagone a été repéré pour la première fois par la mission Voyager dans les années 80, et a ensuite été observé de près par la mission Cassini en 2006, qui a dénoté un changement de sa couleur, passant du bleu à une teinte dorée au fil du temps. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de cette formation. L'une d'elles suggère qu'elle résulte des vents qui se déplacent à des vitesses différentes près des pôles de Saturne. Des expériences en laboratoire ont recréé des formes similaires en faisant tourner des liquides à des vitesses variées. Une autre hypothèse propose qu'un courant d'air lent et tourbillonnant, associé aux conditions météorologiques uniques de Saturne, pourrait être à l'origine du phénomène. En 2020, des observations ont révélé que lorsque des tempêtes étaient entourées de vents soufflant en sens inverse, elles pouvaient engendrer une forme hexagonale stable. Pour l'instant, cette explication est considérée comme la plus plausible. Saturne possède également des lunes aux caractéristiques insolites, notamment Japet. Cette lune se distingue par une étrange crête qui entoure son équateur, semblable à une ceinture géante, ce qui lui donne l'apparence d'une noix gigantesque. Cette crête est impressionnante par ses dimensions, haute d'environ 13 à 19 000 mètres de hauteur et s'étendant sur 200 km de largeur. Elle couvre plus des 3/4 de la surface de cette lune. Il s'agit de la 3e plus grande chaîne de montagnes du système solaire, et son origine demeure un mystère, car rien de similaire n'a été observé sur d'autres corps célestes. Une hypothèse suggère que cette crête pourrait être le vestige d'une lune morte. Il y a des milliards d'années, un impact colossal aurait projeté des éclats de Japet, formant une mini-lune ou sous-satellite. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de Japet, cette mini-lune se serait fragmentée, créant un anneau de débris autour de la lune principale. Au fil du temps, ces débris seraient retombés sur Japet, formant ainsi la crête massive que l'on observe aujourd'hui. Ce processus aurait pu se dérouler sur à peine quelques siècles. La distance suffisante entre Japet et Saturne a permis à la gravité de la planète géante de ne pas perturber ce phénomène, mais des simulations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie. Titan, une autre lune de Saturne, présente également des phénomènes étranges dans ses mers de méthane. Les scientifiques ont détecté des zones brillantes surnommées les îles magiques, qui apparaissent et disparaissent mystérieusement et dont nous ignorons la nature. L'atmosphère de Titan recèle de nombreuses molécules organiques complexes qui se regroupent et tombent à sa surface sous forme de neige. Les îles magiques, observées, pourraient être constituées de ces amas absorbant du méthane, ce qui les ferait couler très lentement. Mais cela pose un problème. Dans l'eau, les molécules ont tendance à s'agripper les unes aux autres, ce qui permet à certains objets de flotter. En revanche, le méthane a une affinité particulière pour d'autres molécules, entraînant une immersion rapide des solides. Pourtant, ces îles magiques ne semblent pas s'enfoncer. Une théorie propose que ces îles pourraient être des formations de glace poreuse, agissant comme des éponges. Lorsque des fragments de cette glace percée se détachent du bord des lacs,
Ils peuvent flotter temporairement à la surface des mers de Titan avant de sombrer. D'autres théories envisagent la possibilité de bulles de gaz d'azote ou encore de vagues générées par le vent. De nouvelles études sont nécessaires pour confirmer l'une ou l'autre de ces explications. Les lunes ont tendance à être étranges. Il suffit de regarder la nôtre. En 1971, une zone dépourvue de sol a été découverte sur notre satellite, donnant l'impression d'un lac bleuté. Ce lieu mystérieux a été baptisé INA. Il a été repéré pour la première fois lors de la mission Apollo 15 en 1971. Puis des images plus nettes ont été prises par la mission Apollo 17. Cette formation, qui a la forme d'un dé bleuâtre, est l'une des particularités les plus insolites de notre Lune. La teinte bleue d'INA provient de roches riches en titane, appelées basaltes, qui recouvrent son sol. On trouve également des zones bleuâtres près des bords des monticules situés à l'intérieur. Ce site est unique et semble posséder une histoire ancienne, probablement marquée par une activité volcanique. Les monticules à l'intérieur d'INA datent d'environ 3,5 milliards d'années, soit un âge similaire à celui du bouclier volcanique environnant. Notre Lune possède également son propre visage, tout comme ceux que l'on trouve sur Mars. Près du pôle sud lunaire, une région donne l'apparence d'un visage, mais il ne s'agit en réalité que d'un agencement de cratères et d'ombres qui, vus de loin, évoquent cette forme familière. Ces cratères, présents depuis des milliards d'années, couvrent environ 16% de la surface lunaire. Certains d'entre eux pourraient même abriter de l'eau et de la glace. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de visages apparaissent dans notre système solaire. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est programmé pour les reconnaître, même là où il n'y en a pas, un phénomène connu sous le nom de pareidolie. Notre esprit cherche constamment à interpréter les formes et, lorsqu'il perçoit quelque chose qui rappelle vaguement une forme humaine, il l'interprète comme une image familière. Ainsi, vous pourriez déceler une silhouette sur une chaise recouverte de vêtements. Et même sur Mercure, certains distinguent des formes rappelant Mickey Mouse. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vie extraterrestre, mais simplement de notre cerveau qui nous joue des tours, nous amenant à percevoir des formes familières là où elles n'existent pas vraiment. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend.
Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ?
Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacés entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Notre projet d'exploration lunaire a vu le jour en 1969. Bien entendu, des obstacles ont émaillé notre parcours, mais les astronomes demeurent convaincus que nous retournerons bientôt sur la Lune, mieux équipés en termes de savoir et de technologie. Toutefois, une méthode vieille de 8 siècles pourrait s'avérer plus précieuse que les technologies GPS les plus avancées ou les fusées les plus performantes. On la désigne sous le nom de sphère de Fibonacci. Ce concept, mis en lumière par des chercheurs d'une université hongroise, pourrait offrir une nouvelle perspective sur la rotation lunaire et sur l'aplatissement de la Lune lorsqu'elle orbite autour de la Terre. Contrairement à l'image populaire d'astres parfaitement sphériques flottant dans l'espace, notre planète et son satellite ressemblent davantage à des ballons de football légèrement dégonflés, en raison des forces gravitationnelles, de leur rotation et des marées. Les systèmes GPS terrestres sont déjà adaptés à ces formes imparfaites, notre planète étant légèrement aplatie au pôle. De la même manière, si nous envisageons de concevoir un système de cartographie pour la Lune, il nous faut prendre en compte sa configuration spécifique, connue sous le nom de sélénoïde, l'équivalent lunaire du géoïde terrestre selon les scientifiques. Étant donné que la Lune est moins comprimée que notre planète, les chercheurs ont longtemps simplifié leur modèle en considérant le satellite comme une sphère parfaite. Cependant, avec l'avènement de projets ambitieux dans les prochaines décennies et la possibilité de missions humaines sur la Lune, une précision accrue s'impose. Les scientifiques insistent désormais sur l'importance de collecter des données précises afin de produire une représentation fidèle de la Lune. C'est ici que la sphère de Fibonacci entre en jeu. Cette méthode, utilisée par les mathématiciens pour répartir uniformément des points sur une sphère, a récemment permis de cartographier environ 100 000 zones lunaires à partir des données recueillies par la NASA. Les résultats obtenus ont été déterminants pour affiner notre compréhension de la forme lunaire. Ainsi, il a été établi que les pôles lunaires étaient plus proches du centre que l'équateur de près d'un demi-kilomètre. Ce détail, bien que subtil, pourrait faire une grande différence. En ajustant les logiciels GPS en conséquence avant de poser pied sur la Lune, nous pourrions éviter bien des déconvenues. Un tel niveau de calcul, inégalé depuis les années 60, renforce la préparation des scientifiques pour relever les défis des prochaines missions spatiales, car il a déjà fait ses preuves ici sur Terre. Ce n'est pas la première fois que les découvertes de Fibonacci sont mises à profit pour concevoir des solutions ingénieuses. Elles ont également trouvé des applications dans des domaines tels que la finance, l'agriculture et l'informatique. Mais d'où tout cela provient-il? Selon la légende, le mathématicien italien Fibonacci ne s'intéressait pas particulièrement aux suites mathématiques à l'origine, mais plutôt aux lapins. C'est ainsi qu'il a imaginé une énigme fascinante. Il s'est demandé ce qui se passerait si l'on plaçait un couple de lapins dans un espace donné pendant un an, tout en fixant certaines règles théoriques. Premièrement, chaque couple de lapins se compose d'un mâle et d'une femelle, et ces derniers peuvent commencer à se reproduire après seulement un mois. Chaque mois, chaque couple donne naissance à une nouvelle paire de lapins. Enfin, tous les lapins sont supposés immortels pendant cette période d'un an. En réalisant les calculs, Fibonacci a obtenu cette série de nombres. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. En observant cette série, on remarque que chaque nombre correspond à la somme des deux précédents. Les deux premiers représentent le couple initial de lapins. Ensuite, le nombre 2 désigne la première paire et leur première progéniture. Cette séquence intrigante a rapidement suscité l'intérêt des amateurs de mathématiques qui ont commencé à l'analyser de manière approfondie. Ils ont découvert que ce motif se retrouvait fréquemment dans la nature, que ce soit dans la disposition des feuilles sur une plante ou l'agencement des graines sur un tournesol. Il existe même une expérience simple que vous pouvez tenter pour explorer ce concept.
Munissez-vous d'un papier et d'un stylo, puis essayez de dessiner la spirale de Fibonacci. Commencez par un cercle minuscule, puis élargissez progressivement en suivant les nombres de la suite. Le premier cercle correspondra à un point, ou à 0. Le suivant mesurera une unité, suivi d'un autre cercle de même taille. Poursuivez ainsi, et vous verrez apparaître une spirale harmonieuse qui conserve sa forme, peu importe son agrandissement. Vous avez peut-être déjà croisé la spirale de Fibonacci utilisée comme symbole de l'hypnose. Bien que les preuves scientifiques à ce sujet soient limitées, ses effets sur la concentration et les nerfs optiques sont indéniables. Après avoir fixé une spirale en rotation, vous pourriez percevoir que les objets semblent rétrécir ou s'agrandir en fonction de la direction du mouvement. Cette expérience sensorielle explique pourquoi certaines personnes la décrivent comme hypnotisante. Cette fascinante série de nombres trouve sa place dans notre quotidien, parfois sans que nous en soyons conscients. Elle peut également avoir des usages pratiques, comme la conversion des miles en kilomètres. Prenons cette série. Choisissez deux nombres consécutifs, par exemple 13 et 21. Si vous effectuez les calculs, vous constaterez que 13 miles correspondent à environ 21 km. Le même principe s'applique à 34 et 55. La musique et les mathématiques semblent, à première vue, appartenir à des mondes différents. Pourtant, Mozart aurait probablement contesté cette idée. Ce génie musical aurait nourri, dès le début de sa carrière, une passion pour les chiffres. Il aimait dénicher des motifs numériques intrigants dans ses compositions, comme s'il dissimulait des messages secrets. Sa sœur se souvenait même de lui en train de griffonner des calculs sur les marges de ses partitions. Certains chercheurs avancent qu'il aurait expérimenté avec les nombres de Fibonacci, utilisant potentiellement leur ratio pour harmoniser ses œuvres. Et dans les autres formes d'art, on raconte que Léonard de Vinci intégra le nombre d'or dans ses créations emblématiques, telles que l'homme de Vitruve et la célèbre Joconde. Ce même motif se retrouve, par ailleurs, dans des merveilles architecturales comme le Parthénon, dont les colonnes judicieusement espacées témoignent de cette influence. La grande pyramide de Gizeh en serait un autre exemple marquant. Bien qu'aucune preuve officielle ne confirme ce lien, sa structure s'approche tellement du nombre d'or que cela ne peut qu'intriguer. Ce motif se manifeste également dans la nature qui nous entoure. Promenez-vous dans un jardin et observez des pommes de pin. Leurs écailles s'organisent selon un schéma similaire à la spirale de Fibonacci. Même le développement des os humains suit ces proportions. Notre corps illustre cette harmonie. Un torse, une tête, un cœur. Certaines caractéristiques corporelles rappellent aussi ce modèle. Les éléments en paire, comme nos bras, jambes, yeux et oreilles, suivent cette logique. Et pour le nombre 3, pensez à la structure de nos mains, divisée en 3 sections. Le poignet, la paume et les doigts, eux-mêmes segmentés en 3. D'ailleurs, la longueur des os de nos doigts respecte également ce ratio. Cette conception facilite leur mouvement, particulièrement lorsqu'il s'agit de saisir des objets. La suite de Fibonacci se retrouve dans la courbure des vagues océaniques et la manière dont les rivières se divisent et s'écoulent. Les phénomènes météorologiques ne font pas exception. Certains tourbillons et ouragans adoptant une formation et une propagation qui rappellent la spirale de Fibonacci. En élargissant notre perspective, on découvre que ces spirales ne se limitent pas à la Terre. Elles sont omniprésentes dans l'univers et ce n'est pas un hasard. La majorité des galaxies, y compris notre Voie lactée, prennent la forme de spirales. Voici pourquoi. Dans une galaxie jeune, les étoiles n'apparaissent généralement pas toutes simultanément. Certaines se forment plus rapidement, tandis que d'autres mettent plus de temps. Cette variation influence la gravité, qui agit différemment selon les zones et fait tourner la jeune galaxie comme un disque. Ce mouvement, combiné à des différences de gravité, étire la galaxie pour créer ses bras spiraux. À l'inverse, si toutes les étoiles apparaissent en d'un coup, la gravité tend à écraser la galaxie, lui donnant une forme ovoïde, un type de galaxie que les astronomes qualifient d'elliptique. Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il? De petits hommes verts? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison.
Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb pour observer l'atmosphère de cette planète. Ils ont trouvé des traces de deux substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elle passe devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète-océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent galant que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient enfin confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars, Vénus ou Encelade, la Lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs, comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse,
ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde reste donc une grande inconnue. Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète. Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse, ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, située à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent ExoVenus. Elle se trouve à 40 années-lumière de la Terre. Ce monde a à peu près la taille de Vénus et orbite autour d'une étoile naine rouge froide. Il lui faut un peu moins de 13 jours pour effectuer une orbite complète. La température sur la planète est d'environ 42 degrés Celsius, ce qui est assez chaud, mais tout de même acceptable pour la vie. Ce qui rend Gliese 12b si intéressante, c'est qu'elle pourrait nous aider à comprendre comment les planètes de la taille de la Terre conservent leur atmosphère autour d'étoiles froides. C'est important, car l'atmosphère est essentielle à la présence d'eau liquide et à la protection de la vie contre les rayonnements nocifs. Selon certains chercheurs, Gliese 12b est l'une de nos meilleures chances de comprendre si des planètes comme celle-ci peuvent rester habitables. Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de lune? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années.
Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversaient des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur, d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se seraient progressivement agrégées pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement, ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé.
Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes crêtes géologiques de la Lune change la donne. Si la Lune est encore géologiquement active, cela signifie que notre connaissance de ce satellite est bien plus limitée que ce que l'on pensait. Que cache encore la Lune ? Sommes-nous prêts à accepter que ce satellite apparemment inerte puisse être plus dynamique qu'on ne le croyait ? Les futures missions nous fourniront des réponses, bien que leur sécurité ne soit peut-être pas aussi assurée qu'on le pensait autrefois. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral ? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade.
Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis surprise, ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats s'étaient révélés clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche.
En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Cette planète, oui, celle-là, ne devrait pas exister, mais elle existe. Récemment découverte, elle tourne autour d'une étoile beaucoup plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, et pourtant, elle est énorme. Une étoile aussi minuscule n'aurait pas pu la créer. C'est un peu comme de trouver un œuf d'autruche dans un poulailler. Une équipe de l'université de Penn State a mis au point un outil, le détecteur de planètes de zones habitables. Il s'agit d'un instrument censé trouver des planètes autour d'étoiles peu lumineuses et froides. Il est relié à un grand télescope au Texas. L'outil examine la lumière des étoiles dans ce qu'on nomme le proche infrarouge, c'est-à-dire au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Ce gadget peut repérer quand une étoile change de vitesse en raison d'une planète. Si le mouvement d'une étoile change légèrement, cela signifie qu'il doit y avoir une attraction gravitationnelle à proximité. Il y a quelques années, cette technique a permis de trouver la première exoplanète connue autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Aujourd'hui, nous avons amélioré cette méthode pour effectuer des mesures plus précises. Notre principal objectif est de trouver des planètes semblables à la Terre. Elles doivent être rocheuses et situées dans des zones habitables, c'est-à-dire dans des régions où de l'eau liquide pourrait exister. La technique Doppler n'est pas encore très efficace pour trouver ce genre de monde, mais elle fonctionne assez bien pour les étoiles froides et peu lumineuses. C'est ainsi que nous avons découvert l'impossible LHS 354b. Les planètes se forment généralement dans des disques de gaz et de poussière. Imaginez un nuage plat, en rotation, composé de minuscules particules. Ces particules se rassemblent et se collent les unes aux autres. Au bout d'un certain temps, elles finissent par se combiner pour former un noyau solide. C'est ainsi que commence une planète. Une fois que le noyau est là, il attire davantage de poussière et même des gaz, par exemple de l'hydrogène et de l'hélium. Mais il n'est pas facile de créer une planète de cette manière. Il faut énormément de choses, de la masse et des matériaux. Ce processus porte le nom d'accrétion du noyau. Les étoiles sont d'une aide précieuse dans ce processus. Normalement, les grandes étoiles ont une gravité importante, ce qui leur permet d'accumuler tous les matériaux nécessaires à la formation des planètes. Mais l'étoile que nous avons découverte récemment n'est pas très grosse. Elle est 9 fois plus petite que notre Soleil. Une étoile aussi petite ne devrait pas avoir un disque suffisamment grand pour permettre la formation d'une planète lourde. Pour cela, son disque aurait dû être au moins 10 fois plus grand.
Mais cette planète lourde, LHS 354b, existe bel et bien. Cette mystérieuse planète est 13 fois plus lourde que notre Terre. Sa taille est similaire à celle de Neptune. Elle se trouve à une cinquantaine d'années-lumière de nous, dans la constellation d'Hercule, ce qui, en termes spatiaux, est très proche. La planète est également très proche de son étoile. Elle accomplit une année en presque 4 jours. Cette découverte a conduit les scientifiques à revoir leurs idées sur la façon dont naissent les planètes et les étoiles. De nouvelles théories voient le jour, comme celle de l'instabilité gravitationnelle. Selon cette théorie, au lieu de s'assembler petit à petit, la matière du disque s'effondre d'un seul coup, créant immédiatement une planète. Mais même avec cette théorie, il est difficile d'expliquer comment une planète aussi lourde peut se former sans un disque vraiment massif. Il nous faudra du temps pour faire la lumière sur tout ça. Ce n'est pas la première planète qui nous fait douter de nos théories. Récemment, les scientifiques ont découvert une autre planète appelée Ala. Cette planète est en orbite autour d'une étoile appelée Baekdu. Et, tout comme la précédente, elle ne devrait pas vraiment exister. Elle est beaucoup trop proche de son étoile. Les étoiles changent beaucoup au cours de leur vie. Normalement, une étoile devient grosse lorsqu'elle se prépare à quitter ce monde. C'est ce qu'on appelle le stade de la géante rouge. Une telle étoile a tendance à détruire ou à repousser les planètes voisines, créant un énorme désordre. Puisqu'elle tourne autour d'une géante rouge, Ala aurait dû être avalée ou détruite il y a bien longtemps. Mais elle est toujours là. Baekdu a déjà commencé à brûler de l'hélium et est devenue plus petite que prévu. Mais Ala n'a pas l'air de s'en soucier. Les scientifiques appellent Ala la planète interdite. Sa découverte remet en question ce que nous pensions de la survie des planètes à proximité d'étoiles vieillissantes. Et nous disposons de 2 théories. Selon la première, Baekdu était autrefois composé de 2 étoiles, une naine blanche et une géante rouge. Ala était en orbite autour des 2, et elles ont fusionné avant que la géante rouge ne prenne toute son ampleur. Si Ala a pu survivre, c'est en raison de l'hélium supplémentaire de la naine blanche qui a empêché la géante rouge de croître excessivement. Selon la seconde théorie, Ala se serait formé à partir des débris créés lors de la fusion des 2 étoiles. Dans ce cas, Ala serait une planète très jeune en orbite autour d'une étoile âgée. Les astronomes continuent à étudier Ala et à chercher d'autres planètes de ce type. Une autre planète bizarre, du nom de LTT 9769b, nous effraie un peu car elle est trop brillante. Cette planète reflète 80% de la lumière de son étoile. Les miroirs ordinaires réfléchissent entre 85 et presque 100% de la lumière, ce qui signifie que cette mystérieuse planète doit avoir l'aspect d'un miroir rugueux, avec des reflets d'aluminium ou d'argent. Cette planète aussi fait la taille de Neptune. Elle est située à 260 années-lumière de nous et a été découverte par la sonde TESS de la NASA. Elle effectue une rotation complète autour de son étoile en seulement 19 heures. Elle est très proche de son étoile et donc extrêmement chaude, atteignant des températures avoisinant les 2000 degrés Celsius. Normalement, les planètes aussi proches de leur étoile perdent leur atmosphère et se transforment en roches nues. Mais celle-ci a joyeusement décidé de n'en faire qu'à sa tête. Cette fois, nous connaissons le secret de sa survie. Elle la doit à de brillants nuages métalliques composés de verre et de sel de titane. Ces nuages font pleuvoir du titane sur la surface chaude de la planète. Ils réfléchissent énormément de lumière, ce qui empêche la planète de devenir trop chaude et de perdre son atmosphère. Un peu comme un bouclier miroir. La taille de cette planète a également surpris les scientifiques. Elle est bien plus grande que la Terre. Généralement, les planètes qui sont si proches de leur étoile sont soit des géantes gazeuses très très grosses, soit de petites planètes rocheuses. Eh bien, cette planète est une petite géante gazeuse. Les scientifiques ne s'attendaient pas à ce qu'elle survive si près de son étoile. Il s'agit de la planète la plus brillante jamais découverte, plus brillante encore que Vénus. Malgré son apparence, elle n'est probablement pas adaptée à la vie en raison de ses températures extrêmes et de ses étranges pluies métalliques. Enfin, notre dernier cas de figure est une planète appelée WASP-107b. Les scientifiques l'ont découverte à l'aide du télescope spatial James Webb. Elle est située à environ 200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Elle est elle aussi très rapide. Elle boucle une orbite autour de son étoile en seulement 6 jours. Il s'agit d'une exoplanète de type Super-Neptune. Elle ressemble à Jupiter par certains aspects, notamment par sa taille et ses températures très élevées. Mais la principale différence est qu'elle est beaucoup plus légère
plus faible et moins dense. C'est la planète la moins dense que nous ayons découverte jusqu'à présent. Après quelques recherches supplémentaires, nous avons également découvert qu'elle possède une queue composée d'hélium, qu'elle dégage lors de son transit. Elle perd lentement son atmosphère en raison du rayonnement ultraviolet extrême de son étoile. Et ainsi sa queue ressemble en tout point à celle d'une comète duvetteuse. Mais ce n'est là que le début. La faible densité de cette planète, son aspect pelucheux, a permis aux astronomes d'étudier son atmosphère en détail. Et ils ont découvert des éléments surprenants, comme de la vapeur d'eau et des nuages, constitués de fines particules de silicate, qui ressemblent à du sable très fin. Son étoile haute n'émet pas beaucoup de lumière à haute énergie, mais comme WASP-107b est très peu dense, cette lumière peut pénétrer profondément dans son atmosphère. Il en résulte du dioxyde de soufre, cette odeur qui se dégage lorsque vous grattez une allumette. En d'autres termes, il s'agit d'une planète duveteuse sur laquelle il pleut du sable et qui sent l'allumette. Les chercheurs pensent que les nuages de sable dans son atmosphère se forment de la même manière que les nuages sur Terre. Ils contiennent simplement des particules de sable au lieu de gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes de sable se condensent, tombent, se transforment en vapeur de silicate dans les couches chaudes de la planète, puis remontent pour former à nouveau des nuages. Mais cette planète n'a pas pu se former à l'endroit où elle se trouve. Selon les astronomes, elle s'est probablement rapprochée de son étoile peu à peu, attirée par une voisine plus lourde. Et elle suit une orbite rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Toutes ces découvertes modifient la façon dont nous comprenons les planètes et leurs atmosphères. Et ainsi, nous pouvons mieux comprendre les mystères de notre propre système solaire. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci, la moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement.
De plus, siégeants avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune.
Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers-retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage. Il existe plusieurs théories sur l'apparition de la Lune dans notre ciel. Et récemment, une nouvelle idée a émergé. Mais avant de parler de cette nouvelle venue, examinons les hypothèses les plus populaires concernant la formation de la Lune. Selon la théorie de la capture, le satellite naturel de la Terre aurait d'abord été un corps errant, un peu comme un gros astéroïde. Il se serait formé ailleurs dans le système solaire avant d'être capturé par la gravité de notre planète au moment où il passait à proximité. L'hypothèse de l'accrétion suggère que la Lune s'est formée en orbite autour de la Terre en même temps que notre planète, apparue dans l'obscurité du cosmos. La théorie de la fission, quant à elle, affirme qu'à un moment donné de son développement, la Terre tournait tellement vite qu'une partie de sa matière s'est détachée et s'est mise à orbiter autour d'elle. Enfin, la théorie de l'impact géant, la plus populaire actuellement, affirme que la Lune s'est formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète hypothétique appelée Theia, qui était beaucoup plus petite, probablement de la taille de Mars. Les débris qui en ont résulté se sont mis en orbite autour de la Terre et ont formé la Lune. Passons maintenant à la nouvelle théorie que nous vous avons annoncée. Selon elle, notre satellite se serait formé immédiatement, en quelques heures, après la collision entre la Terre et Theia. La matière des deux planètes aurait été projetée directement dans l'orbite de la Terre juste après l'impact. Elle aurait formé la Lune et laissé des traces à l'intérieur de notre belle boule bleue. Dans les scénarios précédents, on pensait que les restes de Theia avaient été dispersés dans l'espace et s'étaient mélangés à un peu de matière provenant de notre propre planète. Mais alors, pourquoi observe-t-on des similitudes aussi frappantes entre la composition de la Lune et celle de la Terre? Se pourrait-il que Theia ait été semblable à la Terre d'un point de vue isotonique et chimique? C'est peu probable. Mais selon notre nouvelle théorie, davantage de matériaux terrestres auraient été utilisés pour créer la Lune, en particulier ses couches extérieures. Cela pourrait expliquer cette similitude de composition. Une autre théorie tente d'expliquer cette mystérieuse similitude, le modèle synestien. Selon elle, notre satellite se serait formé à l'intérieur d'un tourbillon de roches vaporisées lors de la collision. Mais cette théorie ne permet pas d'expliquer l'orbite actuelle de la Lune. La nouvelle théorie, en une seule étape, nous offre des explications plausibles pour les similitudes de composition et l'orbite de la Lune. Elle pourrait également apporter des réponses à des mystères non résolus jusqu'à présent. Comme ce scénario place la Lune sur une orbite plus large et lui confère un noyau non entièrement fondu, il pourrait expliquer l'inclinaison de l'orbite du satellite et la minceur de sa croûte. Quoi qu'il en soit, pour confirmer l'une de ces théories, il faudra analyser les futurs échantillons lunaires qui seront ramenés sur Terre par les prochaines missions Artemis de la NASA. Les scientifiques auront ainsi accès à des matériaux provenant des profondeurs de la Lune et ils pourront comparer si les données réelles correspondent au scénario proposé. Par le passé, les missions Apollo ont déjà ramené environ 1/3 de tonnes de roches et de terre provenant de notre satellite. Ces échantillons ont montré que la Terre et la Lune présentèrent des similitudes chimiques remarquables. Ils ne peuvent que suggérer une chose. Ces objets spatiaux
ont eu une histoire commune. Si la Lune avait été formée ailleurs et avait ensuite été capturée par la gravité de notre planète, sa composition serait très différente de celle de la Terre. Mais si elle avait été créée en même temps que la Terre, ou si elle s'était détachée de notre planète, le type et la proportion de minéraux sur la Lune seraient moins les mêmes que dans nos contrées. Mais ils sont un peu différents. Les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau que leurs homologues terrestres. Le satellite est également plus riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. C'est pourquoi le modèle de formation de la Lune le plus accepté aujourd'hui est celui de l'impact géant. Les météorites provenant de la Lune sont également une grande source de données pour l'étude des origines de notre satellite. Elles peuvent nous en apprendre encore plus sur la Lune que les échantillons d'Apollo. En effet, ces météorites proviennent de toute la surface de la Lune. Les échantillons d'Apollo, quant à eux, ont été collectés à un seul endroit, près de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Les avancées technologiques ne cessent de progresser, et au cours de la dernière décennie, la résolution des images de la surface lunaire s'est considérablement améliorée. De nombreuses cavités ont été découvertes à sa surface, certaines d'entre elles présentant des dimensions impressionnantes. Les plus grandes atteignent des centaines de mètres de profondeur. Cependant, les technologies actuelles ne permettent pas encore d'étudier en détail le fond de ces gouffres. C'est pourquoi une récente découverte suscite l'étonnement. Il semble que ces immenses cavités puissent s'enfoncer profondément dans la roche lunaire. Une découverte révolutionnaire. Examinons pourquoi cela est si important. Regardez cette gigantesque grotte souterraine. Leonardo Carrère et Lorenzo Bruzzone, de l'Université de Trente, se sont réjouis de pouvoir enfin confirmer l'existence de telles structures sur la Lune. Ils ont analysé des images prises par l'instrument Mini-RF, embarqué à bord de la sonde Lunar Reconnaissance Orbité en 2010. La résolution des images initiales n'était pas exceptionnelle. Les chercheurs ont donc dû accomplir un travail considérable en utilisant des techniques modernes d'analyse des données et de modélisation. Mais commençons par l'essentiel. Pourquoi cette découverte est-elle si importante ? Plutôt que de construire des habitations sur la surface de la Lune, il pourrait être envisageable de vivre à l'intérieur de ces cavités naturelles. Elles offriraient une protection contre des dangers tels que les radiations spatiales nocives, les variations extrêmes de température et même les impacts de météorites. Selon Wes Patterson, planétologue à l'université Johns Hopkins, bien qu'il soit encore nécessaire d'apporter des matériaux depuis la Terre pour rendre ces grottes habitables, leur utilisation serait bien plus simple et économique que l'installation de bases en surface. D'après les données collectées, la grotte mesure environ 45 mètres de large pour 80 mètres de long, soit une superficie légèrement inférieure à celle d'un terrain de football. Elle est située dans un gouffre profond, connu sous le nom de Mare Tranquillitatis, vraisemblablement formé par l'effondrement d'un ancien tube de lave. Bien que la Lune n'ait plus de volcan actif aujourd'hui, sa surface était recouverte, il y a des milliards d'années, de coulées de lave qui s'écoulaient à travers des vallées, créant ces tunnels sous la surface. Avec le temps, certains de ces tunnels de lave sont devenus instables et se sont effondrés, formant des gouffres comme celui qui nous intéresse ici. Le Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO, de la NASA, a déjà identifié plus de 200 de ces cavités sur la Lune. Cela signifie qu'il pourrait exister des centaines de grottes cachées à explorer sur notre satellite naturel. Lors de la publication de leurs conclusions dans Nature Astronomy, les chercheurs ont suggéré que ces grottes pourraient offrir aux astronautes un lieu sûr pour vivre et travailler, les protégeant des conditions extrêmes de la Lune. Et ces conditions sont effectivement redoutables. L'un des principaux défis de la vie sur la Lune réside dans ces températures extrêmes. La surface lunaire devient brûlante en journée, atteignant environ 120 degrés Celsius avant de chuter en dessous de moins 130 degrés pendant la nuit. Cependant, à l'intérieur des grottes, les températures pourraient rester beaucoup plus stables. Une étude distincte menée en 2022, basée sur des simulations informatiques, a prédit que certaines de ces cavités pourraient maintenir une température confortable avoisinant les 17 degrés. Une situation bien plus facile à gérer, n'est-ce pas ? Malheureusement, accéder à ces grottes ne sera pas une mince affaire. La grotte de Mare Tranquillitatis se trouve à plus de 120 mètres sous la surface, au fond d'une pente raide recouverte de débris instables. Il faudra faire preuve d'ingéniosité pour concevoir des solutions permettant d'aller et venir en toute sécurité. Parmi les options envisageables, on pourrait envisager des propulseurs individuels, un ascenseur lunaire ou d'autres technologies innovantes pour transporter les astronautes.
De nombreuses découvertes restent également à faire. Les technologies radar pourraient aider les scientifiques à identifier davantage de grottes et de tubes de lave sur la Lune. À l'avenir, une sonde équipée d'un radar à haute résolution pourrait même cartographier l'intérieur des gouffres déjà repérés par le LRO. Selon les chercheurs, un relevé si exhaustif pourrait permettre de déterminer les emplacements les plus prometteurs pour établir des bases lunaires et mener d'autres explorations. Un autre avantage potentiel réside dans la possibilité que ces grottes contiennent de l'eau. Les scientifiques ont déjà découvert de l'eau glacée sur la Lune, enfouie sous la surface et dans des cratères perpétuellement ombragés. De petites quantités d'eau sont également dispersées dans le régolithe lunaire. L'eau étant une ressource indispensable pour toute base spatiale, en trouver dans les grottes rendrait l'idée de s'y installer encore plus réaliste. En somme, cette découverte pourrait transformer notre approche de l'exploration lunaire. Vivre dans les grottes naturelles de la Lune pourrait être une solution à la fois plus pratique et plus sûre que la construction d'habitations en surface. Cela nous rapprocherait également de l'objectif de faire de la Lune un lieu où l'humanité pourrait vivre et travailler à long terme. Bientôt, nous pourrions commencer à construire des tas de choses sur la Lune. En effet, la mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, a récemment détecté du soufre près du pôle sud de notre satellite naturel. Cet élément chimique pourra se révéler très utile lorsque nous débuterons nos travaux d'infrastructure sur l'astre de la nuit. C'est la première fois que nous découvrons cet élément chimique très prisé sur la Lune. Sur Terre, on le trouve principalement près des volcans. Son apparition sur la Lune en dit long sur l'histoire volcanique du satellite et sur ses conditions atmosphériques passées. Le rover de la mission a détecté cet élément chimique moins d'une semaine après s'être posé à environ 70 degrés du pôle sud de la Lune, le 23 août 2023. Cet atterrissage historique sur la surface lunaire a fait de l'Inde le 4e pays à réussir l'alunissage d'une mission. C'est également le premier engin spatial à se poser aussi près du pôle sud de notre satellite. Il s'agit d'une importante zone stratégique, car on pense qu'elle abrite des gisements de glace d'eau. Si c'est vrai, les missions futures pourraient être en mesure de recueillir cette glace pour la transformer en eau potable ou même en carburant pour fusées. Pendant 2 semaines, l'atterrisseur a collecté des données, principalement axées sur l'analyse du sol lunaire et de son atmosphère extrêmement ténue. Pendant ce temps, le rover solaire Pragyan a commencé sa quête d'eau gelée sur la Lune. Quant à l'atterrisseur, il a réalisé un nouvel exploit le 3 septembre. L'engin spatial a allumé ses moteurs et s'est élevé d'environ 41 cm dans les airs. Il a ensuite fait un petit saut pour atterrir à une quarantaine de centimètres de sa position initiale. Il s'agit vraiment d'une prouesse. Il est essentiel pour les futures missions de pouvoir relancer un atterrisseur à la surface de la Lune. Cela montre qu'il sera possible de renvoyer sur Terre, et en toute sécurité, des échantillons de sol et des astronautes après une mission lunaire. En septembre, la sonde indienne a été mise en veille. La nuit lunaire de 14 jours approchait, et la sonde n'était pas conçue pour collecter des données scientifiques durant cette période. À ce jour, plusieurs résultats majeurs de la mission nous ont été communiqués. L'un d'entre eux concerne la mesure de la température de la couche supérieure de la Lune à différentes profondeurs. Curieusement, la surface du satellite dans cette région s'est révélée plus chaude que prévu. On pensait que la température pouvait se situer entre 20 et 30 degrés Celsius à la surface. Or, elle avoisinait les 70 degrés. Une vraie surprise. L'autre découverte concerne la présence de plusieurs éléments chimiques, dont l'oxygène. Par ailleurs, les données reçues confirment la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de titane, de silicium et d'autres éléments chimiques sur la surface lunaire près du pôle sud. Le rover a également utilisé des instruments spéciaux conçus pour mesurer les tremblements et les grondements souterrains afin de déterminer l'activité sismique. Et cela nous ramène au soufre détecté grâce au spectroscope du rover. Les scientifiques cherchent actuellement à savoir si cet élément s'est formé à la surface de manière naturelle ou s'il est le résultat d'une activité volcanique ou d'une collision avec un météore.
Une autre trouvaille étonnante sur la Lune, une pierre. Il s'agit peut-être de la plus ancienne roche terrestre jamais découverte. Cet éclat de 2 cm de large trouvé au milieu d'une grande quantité de roches ramenées sur notre planète par les astronautes de la mission Apollo pourrait s'avérer être un fragment de la Terre vieux de 4 milliards d'années. Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre les chocs violents que la Terre a subis à l'aube de sa vie. Voici ce que les scientifiques supputent. Peu après la formation de cette roche, un impact d'astéroïde l'aurait projeté hors de la Terre. À l'époque, notre satellite était 3 fois plus proche de notre planète qu'il ne l'est aujourd'hui. La collision aurait été si puissante que ce caillou aurait atterri sur la Lune. Plus tard, ce fragment aurait été englouti dans une brèche lunaire, une sorte de roche hétérogène. Finalement, la roche a été ramenée sur Terre par les astronautes d'Apollo 14. Nous avions déjà trouvé des météorites provenant de Mars et de la Lune, mais c'était la première fois qu'une roche provenant de la Lune s'avérait être une météorite terrestre. Les scientifiques ont également découvert que la roche s'était formée dans un environnement riche en eau, à une température et une pression correspondant à celle qui règne à environ 19 km sous la surface de notre planète. En 2019, la mission chinoise Chang'e 4 est entrée dans l'histoire en se posant sur la face cachée de la Lune. Le rover de cette mission a permis aux chercheurs de visualiser les structures enfouies sous la surface du satellite, révélant des milliards d'années d'histoire lunaire. Le rover Yutu-2 a fait cette découverte grâce à son radar à pénétration lunaire. Il a obtenu des images en profondeur et réalisé une échographie des structures cachées sous la surface de la Lune. Il s'est avéré que ces structures se trouvaient à une profondeur de près de 300 mètres. Les recherches suggèrent que les 40 premiers mètres sous la surface sont constitués de couches de poussière, de terre et de roches. Les instruments utilisés ont également découvert un cratère caché qui a dû se former après qu'un objet de grande taille a percuté la surface de la Lune. Il y a très longtemps, de la lave s'écoulait probablement dans ces profondeurs. Selon les chercheurs, les roches brisées autour de cette formation seraient des débris produits par l'impact. Ils ont aussi constaté que plus les couches de roches volcaniques étaient proches de la surface, plus elles étaient minces. Une telle variation dans l'épaisseur des coulées indiquerait une diminution du nombre et de l'ampleur des éruptions au fil du temps. Ainsi, l'activité volcanique aurait progressivement diminué depuis la formation de la Lune, il y a environ 4 milliards et demi d'années. Sur la face cachée de la Lune se trouve l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact de notre système solaire, le bassin pôle Sud-Aitken. Hélas, depuis la Terre, on ne peut voir que son bord extérieur, qui ressemble à une immense chaîne de montagnes. Il s'agit d'une énorme cavité de 13 km de profondeur, qui s'étend sur plus de 2500 km de diamètre et couvre un quart de la surface de la Lune. Les astronomes sont certains que ce cratère est apparu lors de la collision d'un astéroïde avec la Lune, il y a environ 4 milliards d'années. Et maintenant, regardez ce gigantesque morceau de métal. Il fait 4 fois la taille du Connecticut. Quant à son poids, exprimé en livres, il est suffisant de savoir qu'il comporte 18 zéros. Cette masse mystérieuse est cachée à environ 290 km sous la surface de la Lune, quelque part au milieu du bassin pôle Sud-Aitken. Elle a été découverte lors de la collecte de données effectuée par la mission GRAIL, ou Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA. En examinant ces informations, les scientifiques ont remarqué qu'à un endroit de la surface de la Lune, il y avait un étrange changement de gravité. Après avoir étudié ce phénomène, ils ont conclu que quelque chose de mystérieux devait peser sur le fond du bassin. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé l'origine de ce bloc étrange. Mais il existe plusieurs théories. Selon l'une d'entre elles, il s'agirait d'un morceau d'oxyde dense, apparu lorsque la Lune commençait à se former. À cette époque, le satellite était encore recouvert d'océans de magma, et le morceau pourrait s'être formé au dernier stade de son refroidissement. Cependant, la plupart des scientifiques soutiennent une autre théorie. Cette masse étrange serait en réalité un morceau de l'astéroïde géant qui a jadis créé le bassin pôle Sud-Aitken. Cette masse étant métallique, il s'agit probablement du noyau de fer et de nickel de l'astéroïde. Il n'y a pas si longtemps,
des astronomes ont reçu des données topographiques et ont découvert une grotte immense sous la surface de notre satellite. Il pourrait s'agir du résultat d'une activité volcanique intense datant de plus de 3 milliards d'années. Les coulées de lave ont durci, créant une croûte épaisse et dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave continuait à couler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. De nombreux petits puits découverts par la NASA à la surface de la Lune semblent être les ouvertures de ces tunnels de lave. Si cette théorie est confirmée, ces tunnels souterrains pourraient non seulement être très pratiques pour les futures missions spatiales habitées, mais aussi constituer des réserves d'eau d'une importance vitale pour les astronautes.